Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'Université de Mons pour cette deuxième conférence du cycle Technologie. Alors on a décidé d'aborder ici un sujet vraiment d'actualité puisque c'est celui du lien entre les ados et les réseaux sociaux. Alors c'est un événement qui est organisé aussi en marge d'un spectacle, d'une création de Sylvie Landolt qui aura lieu dans une semaine, qui est proposée par Mons Arts de la Seine. Donc on a voulu croiser l'aspect artistique la semaine prochaine avec l'aspect plus scientifique aujourd'hui. Et pour nous parler de ce sujet, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir notre ami Bruno Delièvre, qui est professeur ici à l'UMons. Il est docteur en sciences de l'éducation. Alors il a un parcours assez intéressant puisqu'il a commencé comme instituteur, donc il a appris aux enfants à lire. Et puis aujourd'hui, il est devenu la référence dans le domaine de l'enseignement et des technologies numériques. Donc Bruno, je te laisse la parole, tu es ici chez toi. Merci, on m'entend? Oui, ça marche, ça fonctionne. Bien, eh bien d'abord, bonjour à tous, merci d'être si nombreux. En ce mercredi soir, c'est pas commun, je crois, mais on m'entend bien, oui? Ça va? Ok. Bien, alors donc, je vais d'une part, bien sûr, vous présenter un certain nombre d'informations que j'ai envie de partager avec vous. Et ce sera un partage parce que je pense qu'on aura l'occasion et d'échanger et de discuter. Et puis vous avez déjà vu, pour ceux qui ont pu voir les écrans précédents, il y aura des possibilités d'interagir qu'on va expérimenter tout de suite parce que c'est aussi intéressant dans le cadre d'une réflexion sur les réseaux sociaux qui permettent une forme d'interaction, de montrer comment dans un auditoire on peut utiliser des outils numériques pour interagir. Et donc on va le faire plutôt que simplement en parler. Alors, dans le cadre de cette intervention, je voudrais traiter 4 points et ces 4 points sont formulés sous la forme de 4 questions. D'une part, un petit peu éclaircir, sans être trop technique, ce qu'il y a derrière le terme réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on entend par réseaux sociaux? Et on va un petit peu creuser ça, mais comme je vous l'ai dit, sans être trop technique. Ensuite, bien sûr, et je pense que quand on parle du sujet relatif à cette technologie et aux adolescents, c'est quels sont les dangers, mais aussi les bénéfices, parce que je vous assure qu'il y a des bénéfices et je suis prêt à les défendre, à l'utilisation de ces technologies. Alors, pourquoi? Parce que demain les métiers vont changer, parce que demain, le numérique va faire que on va devoir, nos enfants, nos étudiants, nos élèves vont devoir utiliser le numérique dans les métiers du futur. Et donc je pense que c'est un passage par lequel on peut passer pour qu'ils soient des professionnels compétents dans leur domaine de spécialité. Et donc je conclurai en posant la question, est-ce que connectés aujourd'hui, et la manière dont ils sont connectés aujourd'hui, est-ce que ça leur permet d'être prêts pour demain? Ce qui est bien sûr la question fondamentale quand on s'occupe de jeunes et d'étudiants. Donc, mon premier point sera celui que sont et comment peut-on comprendre les réseaux sociaux. Mais avant ça, et je vais tout de suite passer à la phase interactive, je vais revenir sur le site web que vous avez déjà pu apercevoir tout à l'heure. Donc c'est un site qui permet de générer des interactions avec un public d'une taille qui peut être assez importante, puisque je le pratique avec mes 400 étudiants du bloc 1 qui sont dans cet auditoire-ci. Donc on peut recevoir de l'information de la part d'une assistance qui est relativement importante. Et pour procéder, il y a 2 modalités. Il y en a une qui permet d'utiliser Internet via le réseau Wi-Fi sur lequel vous avez pu vous connecter. Pour ceux qui veulent se connecter via Internet, qui peuvent le faire, vous utilisez la partie de droite de cet écran. Donc en fait, vous tapez WooClap dans le moteur de recherche et puis en fait, vous devez taper un mot-clé qui est ado, qui est celui que j'ai défini pour la session de ce soir. Si vous n'avez pas Internet d'accès ou de smartphone ou d'ordinateur avec vous et que vous avez un GSM, même un Nokia 3310, voilà, si, c'est possible, vous pouvez envoyer un SMS au 0460 200 711. Vous devrez en envoyer qu'un et il ne vous coûtera qu'un seul SMS, malgré qu'il y ait plusieurs réponses qui feront suite à celui-ci. Et vous devez envoyer un message qui est @ado, donc
le même code que celui qui se trouve qui permet de donner accès au site Internet. Voilà. Donc là, normalement, on voit apparaître le nombre de participants, qui sont déjà 89 à être connectés. Donc ça doit être à peu près une bonne partie de la salle qui doit déjà être connectée. Et donc, je vais me permettre, vous pourrez me poser des questions à la fin, donc vous pourrez me renvoyer la balle, de moi vous poser quelques questions. Et pour ces questions, bon, il y a parfois des petites consignes que je devrais vous préciser de façon à pouvoir y répondre. Alors ces questions, bien sûr, sont en rapport avec la soirée et je me permettrai de les utiliser pour commenter ce que j'ai prévu pour vous. Alors tout d'abord, on va voir qui se trouve dans notre public. Et donc vous voyez qu'on peut en direct apprécier comment est composée l'assistance, même si, alors en même temps c'est un petit test parce que c'est facile, hein. Donc il n'y a pas trop de réponses compliquées à donner. Normalement on sait comment on peut répondre. Pour ceux qui répondent sur le web, c'est assez facile, même s'il y a plusieurs solutions. Pour ceux qui répondent avec un SMS, dans ce cas-ci, il n'y a qu'une réponse possible. Mais s'il y avait plusieurs réponses possibles, vous pourriez, dans le même SMS, mettre une réponse, un espace, une réponse, et puis faire envoyer. Donc pour ceux qui doivent utiliser ou qui souhaitent utiliser les SMS, voilà comment procéder. Voilà, là on a 50 réponses. Plus, voilà, on arrive à peu près à notre nombre. Le public est bien équilibré. Alors, à titre d'information, si vous êtes enseignant ou formateur ou que vous utilisez ça dans un contexte formatif, on peut récupérer toutes les données qui sont anonymes, bien sûr, puisque vous n'avez pas donné de nom, donc réseaux sociaux, anonymat, vie privée. Mais on peut récupérer les données pour les utiliser après, pour les analyser soit avec les personnes qui les ont proposées, soit comme enseignant, en se disant qu'est-ce que je peux faire de ces données-là. Bien, je crois qu'on y est presque, là, voilà, on est presque à un équilibre parfait. Alors, si vous continuez à répondre maintenant, vous risquez de répondre à une autre question, donc je vais passer à une autre question, pardon. Alors, donc si vous ne voulez pas répondre, vous répondez 7. Et comme de toute façon, je ne sais pas qui répond. Alors, dans des conférences, dans des salles de classe, ça permet de prendre connaissance, bien sûr, de qui est le public qui est devant vous, quand vous ne connaissez pas les gens. Et ici, j'en connais certains, mais je ne connais pas tout le monde. Donc ça permet de se rendre compte de qui est là. Ça permet aussi, vous allez le voir, de poser des questions sur peut-être les représentations qu'on a sur le sujet. Et donc je vais vous poser des questions sur le sujet. Et vous allez me dire, a priori, avant que je n'ai fait la conférence, comment vous voyez, comment vous envisagez les choses. Donc ça permet de prendre de l'information qui va me permettre, moi, de réagir d'une certaine manière dans le cadre de l'exposé. Alors là, on a déjà 76 réponses. Donc, Pardon? Vous ne recevez pas de... Non. Donc, vous n'allez pas recevoir de retour, en tout cas. Il ne va pas... Ah oui, non, bien sûr. Donc, pour ceux qui utilisent les SMS, la question n'apparaît pas sur votre téléphone. Donc, quand vous voyez la question apparaître, vous répondez avec un des chiffres qui correspond à une des réponses possibles. Je suis désolé, c'est vrai que... oui, mais bon, c'est pas non plus crucial. Hein. Mais c'est vrai que pour pouvoir interagir de cette manière-là, il faut pouvoir faire ça aussi. Et donc, en fait, il faut d'abord, évidemment, excusez-moi, mais avoir envoyé le SMS initial qui va en fait faire que toute la liste de ce qui va suivre va être rattachée à ce code. Enfin, je me permets de vous le préciser. Voilà, donc là, on est 84 réponses, c'est bien, on est presque au bout. Donc, ne vous inquiétez pas, toute la séance n'est pas comme ça. Mais... sinon, ça serait trop simple. Alors, ici, on rentre un peu dans le vif du sujet. Selon vous, quand on parle de réseaux sociaux, est-ce qu'on dit qu'ils sont toujours numériques, parfois numériques, jamais numériques,
ou bien ils peuvent être numériques ou non numériques. Alors, quand on est dans un auditoire et qu'on pose une question dont on voudrait voir si les étudiants ont compris ce qu'on a dit, on peut ne pas afficher les réponses et ne les afficher qu'ensuite. Donc, celui qui gère le dispositif peut décider d'attendre que tout le monde ait répondu, puis de n'afficher qu'ensuite pour qu'il n'y ait pas une influence de la majorité. Et sur les réseaux sociaux, l'influence de la majorité fait parfois que certains prennent des décisions qui ne sont pas toujours les leurs. Donc ici, on est un peu dans un cas de figure qui peut ressembler à ça. Ceux qui ne savent pas, ils ont deux choix apparemment, hein. Soit renforcer la position forte, soit une position un peu moins. Alors bien sûr, je ne vais pas vous donner ici les réponses, mais vous verrez au fur et à mesure de l'exposé que certaines réponses seront en relation avec ce que vous avez écrit ici. Donc 83 réponses. Alors, je passe à la question suivante. Il y en a encore deux, je crois. Ah oui. Donc ici, je voudrais que vous inscriviez le nom d'un réseau social que vous utilisez. Alors si vous en utilisez plusieurs, en fait vous en envoyez un, puis après vous pouvez répondre une seconde fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Donc ça veut dire que si vous en utilisez plusieurs, et donc vous allez voir voilà, que va apparaître un nuage de mots qui va se constituer et dont les proportions vont être liées au nombre de fois qu'un terme aura été inscrit par quelqu'un. Ça veut dire que pour l'instant, Facebook a l'air d'être un peu le dominant de ce que l'assistance utilise ou ce à quoi l'assistance est connectée. Et donc, voilà, on va voir pendant quelques temps. Il y a déjà 150 réponses. Donc vous voyez là, on peut en donner plusieurs et on voit apparaître les réponses qui vont s'articuler les unes aux autres. Ce qui me permet de ne pas les présenter, de ne pas dire quels sont les dominants, de ne pas dire, voilà, tout ça se fait par un échantillonnage qui est... Alors à un moment, il faudra arrêter aussi. Alors évidemment, vous voyez que le système n'est pas parfait. Ceux qui écrivent Facebook en 2 fois, sauf si ça existe, mais je ne connais pas, et qui l'écrivent en une seule fois, ben forcément, ils ne vont pas s'associer au premier. Hein. Donc, selon l'orthographe, on va dire, du terme, ça apparaît aussi de façon spécifique. Donc, quand on fait une faute de frappe, ça se voit. Ok. Bien sûr, tout peut apparaître. Bien. Je vais décider de passer à la question suivante. Alors, à propos de ces réseaux sociaux numériques, qu'est-ce que vous diriez? Que vous n'en utilisez aucun, que dans la sphère professionnelle, que dans la sphère privée? Pour le privé, vous en utilisez certains et d'autres réseaux pour le professionnel, ou bien indifféremment pour le professionnel et pour le privé. Donc est-ce que vous faites des distinctions, soit dans l'usage que vous en faites, soit en fonction des outils dans une sphère particulière? C'est bien, on a quand même des gens qui ne les utilisent pas et qui viennent, parce que souvent on ne prêche qu'à des convaincus, et donc le fait d'avoir un peu des personnes qui ne sont peut-être pas nécessairement des utilisateurs, c'est intéressant, évidemment. C'est souvent ce qu'on dit dans les conférences relatives aux technologies, c'est qu'on défend des idées, mais en fait on défend des idées à des gens qui normalement sont déjà ceux qui sont intéressés par le sujet et qui sont plutôt d'accord avec ce que vous allez dire. C'est un peu dommage, parce que ce sont surtout les autres auxquels on a parfois envie de s'adresser pour pouvoir un peu débattre. Ok. Donc, il y a plutôt une distinction, une spécification de l'utilisation des réseaux en fonction d'une sphère ou l'autre.
et donc il reste ici. Voilà, donc qu'est-ce que vous craignez le plus? Alors ici, la manière dont il faut répondre pour ceux qui ont le web, c'est facile. Donc pour chacune des réponses, vous donnez un nombre de 1 à 5 qui correspond à votre... Enfin, si vous mettez 5, si c'est une crainte importante pour vous. Donc sollicitation permanente, si pour vous c'est une grande crainte, vous mettez 5 ou 4 ou 3 ou 2 ou 1, voilà, etc. pour les autres. Pour ceux qui utilisent les SMS, vous devez rentrer un premier chiffre pour le 1, la sollicitation permanente, puis mettre un espace, un deuxième chiffre pour le 2, puis mettre un espace, un troisième chiffre, etc. Et quand vous avez mis les 5 chiffres séparés d'un espace, vous envoyez le tout. Et donc on voit une échelle qui se dessine et qui permet de voir quelles sont les craintes les plus importantes que vous auriez par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, donc dans une sphère que vous avez définie tout à l'heure. Ok. C'est quand même plus ou moins proche. Hein. Dans les craintes qu'on a, il y a un peu de tout, enfin, tout est un peu une crainte. Bien. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant avec ceci. Je vais revenir à mon exposé que pour lequel vous n'avez encore presque rien entendu. Et puis je reviendrai là-dessus avec quelques petites questions, hein, parce qu'en fait celle-ci j'aurais pu la poser à un autre moment, mais c'est pas grave. C'est déjà fait, donc je vais simplement réduire ça, revenir à la présentation. Et je vais un peu vous en parler. Voilà, donc les réseaux sociaux. Essayons d'un peu creuser ce terme ou ces termes et ce qu'ils peuvent recouvrir. La première chose dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a cette évolution relative au numérique aujourd'hui. Un exemple, pour aller sur la Lune avec Apollo 11, eh bien, la puissance de l'ordinateur qui les a envoyés était moins importante que ce qu'il y a dans ce smartphone. Donc imaginez qu'on a envoyé des hommes dans l'espace et sur la Lune avec moins que ceci. Donc vous imaginez les sauts qui ont été faits à un moment donné au niveau technologique. Alors, par rapport à ces technologies, l'automatisation du calcul, il existe depuis longtemps. Et on a là-bas, tout à fait en bas de mon écran, un exemple de machine à calculer qui automatisait des calculs et qui date de 1700, je ne sais pas combien, mais voilà. En tout cas, ça fait déjà longtemps qu'on pense à automatiser la manière d'opérer des calculs de grand niveau. Ensuite, on a utilisé des machines qui l'ont fait, mais vous voyez la taille des machines, hein, là-bas en haut à gauche. Et une des révolutions, ça a été celle de rendre ces ordinateurs accessibles à tous. Hein, le personal computer, les ordinateurs personnels ont fait leur apparition. Et ça, évidemment, ça a permis de répandre l'outil informatique dans les foyers et donc de lui donner une importance considérable en termes d'utilisation. Nouveau saut, ces ordinateurs ont pu être connectés les uns aux autres, l'apparition d'Internet. L'ordinateur était personnel, il devient personnel, mais relié aux autres. Donc, de nouveau, vous imaginez, non seulement les foyers sont équipés, mais en plus, ils peuvent être en connexion avec un certain nombre d'individus qui aussi sont sur Internet. Ordinateur portable, on arrive à des appareils de plus en plus mobiles eux-mêmes, donc on n'est pas obligé d'être chez soi pour utiliser un ordinateur, mais on peut se déplacer avec son ordinateur. Et l'évolution ultime, c'est la période à laquelle on se trouve aujourd'hui, sont ces smartphones qui sont, vous imaginez combien de fois plus puissants que vos premiers ordinateurs, dans lesquels vous avez, moi,
toutes mes activités professionnelles et privées se trouvent à peu près là-dedans. En tout cas, je peux y accéder comme à peu près beaucoup de gens, je crois. Oui. On pourrait, mais je ne les connais pas par cœur, donc je vais vous dire des choses qui ne sont pas tout à fait correctes parce que je ne me suis pas focalisé sur les dates, mais voilà, non, comme ça je ne veux pas me permettre, mais ça se trouve facilement, mais je n'ai pas orienté mon discours de cette manière-là. Et puis aujourd'hui, on a les objets connectés, donc vos montres peuvent être connectées, vous pouvez avoir des puces que vous mettez dans vos chaussures, vous avez des GPS dans vos voitures, vous avez de plus en plus d'objets, et donc ça, c'est le fait que demain, tout à peu près pourra être connecté d'une manière ou d'une autre. Et on y est, et en même temps, on ne s'en rend pas vraiment compte, et en même temps, ça va encore évoluer, ça va évoluer très vite. Dans ces évolutions, si mon écran veut bien un petit peu, c'est pas grave, il y a le fait qu'on est passé aujourd'hui à une utilisation plus importante du mobile que du fixe. En 2015, une date madame, on est passé à une situation où on a plus de mobile qui est utilisé pour se connecter à Internet que de postes fixes. Donc on a plus de gens qui sont en mobilité avec leur... Ça vient de décalage. Pardon. Ok. Voilà, je vais y arriver. Donc on a plus de gens qui sont en mobilité avec leurs appareils que de gens qui sont à un endroit fixe et qu'on peut bien identifier. Donc ça aussi, c'est bien sûr, ça fait partie de cette évolution. Alors, pour comprendre cette évolution, à un moment donné, on parlait d'Internet en parlant du Web 1 et aujourd'hui on en est au Web 2. Alors ce qu'il faut comprendre essentiellement de cette différence entre le Web 1.0 et le Web 2.0, c'est cette notion d'interactivité. Ça veut dire que lorsqu'existait le Web 1, en fait, le consommateur que nous étions était un consommateur qui était plutôt passif et n'avait pas de possibilité de réagir à ce qui se trouvait sur Internet, ou en tout cas c'était relativement compliqué. Aujourd'hui, quel que soit le site sur lequel vous vous connectez, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez réagir, vous pouvez vous-même créer des sites sur lesquels d'autres personnes peuvent réagir. Et donc on a cette notion d'interactivité qui est beaucoup plus importante et donc d'une souplesse qui fait qu'à peu près tout le monde peut être producteur sur Internet, alors qu'avec les fonctions que le Web 1.0 proposait, on était plutôt des récepteurs, et un peu comme la télévision, mais avec quand même une souplesse un petit peu plus grande, on bénéficiait d'informations qui nous parvenaient, alors qu'aujourd'hui, quand vous savez que si vous vous connectez sur Facebook et que vous apportez un certain nombre de contributions sur Facebook, vous allez recevoir des informations qui sont relatives à ce que vous avez apporté. Donc c'est l'information qui vous trouve parce qu'elle sait que ça vous intéresse. Un réseau social. Quelle peut être la taille d'un réseau social? Alors il y a des théories qui n'ont rien à voir avec le numérique, donc ceux qui ont répondu tout à l'heure que le réseau n'était pas toujours numérique. Dunbar a mis en évidence que la taille optimale d'un réseau social était d'environ 150. Alors, il a fait cette étude en montrant que quand on analyse l'évolution du cortex d'un individu, eh bien, si vous regardez sur la courbe qui est là, plus le cortex est d'une importance élevée, plus le nombre de relations est important. Et c'est l'être humain qui a le cortex le plus développé. Et son nombre de relations moyen est à peu près de 150. Alors, 150, c'est la taille d'un village. C'est le nombre de relations qu'un individu est capable de maintenir, en fait. Plus que ça, c'est compliqué de pouvoir gérer en termes de nombre d'interactions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, oui, mais avec les réseaux sociaux, est-ce que ça marche de la même manière? Et en 2011, une étude a mis en évidence que si on regarde ce qui se passe sur Twitter, eh bien, en fonction du nombre de followers que l'on a sur Twitter, le nombre le plus important d'interactions que l'on peut maintenir se situe autour de 150. Et donc on retrouve ce nombre du réseau social qui est à peu près le réseau social optimal qu'un individu peut maintenir. Donc voilà, un nombre qui peut être une compréhension, qui peut montrer en quoi un réseau social peut être... Alors vous allez me dire, oui, mais sur Facebook, sur Twitter, on a plein d'amis, de followers, enfin voilà.
Mais avec qui est-ce que vous entretenez réellement un lien parmi cet ensemble de followers? Et au maximum, je pense que vous allez tourner largement en dessous de 150, parce que si vous êtes à 150 réellement, ça veut dire que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux et que vous... Enfin, mais il est possible que ces 150 soit le nombre avec lequel vous interagissez d'une façon relativement... pas permanente, mais en tout cas, que ce soit les liens que vous entretenez. Alors, il y a aussi la question du lien. Puisqu'il y a réseau social, comment peut-on qualifier ces liens? Et il y a une étude qui a été réalisée en 1967 par Milgram, qui a mis en évidence que si on... Enfin, sa recherche a porté sur le fait qu'aux États-Unis, si l'on voulait se connecter à une personne qui n'était pas connue d'un individu, eh bien en fait, en se connectant à 6 autres personnes qui se connaissaient chacune, on allait pour finir arriver à se connecter à cette personne qui nous était inconnue au départ. Ça veut dire que pour rencontrer qui que ce soit, en tout cas là c'est l'expérience qui a été réalisée aux États-Unis, un individu doit donner 6 poignées de main et va trouver cet individu qu'il ne connaît pas au départ. Donc il y a ce nombre qui est celui du nombre de relations minimales qui nous relient aux autres individus, là aux États-Unis. Alors bien sûr, c'est une moyenne et bien sûr, c'est dans une expérience donnée, mais quand même ça veut dire quelque chose, c'est qu'on n'est pas si éloignés les uns des autres. Et quand on dit que le monde est petit, parfois c'est une vraie réalité. Les réseaux sociaux rendent ce monde encore plus petit. Parce que sur Facebook, ce qui nous relie à un autre individu qui est sur Facebook, ce n'est plus 6, mais 3,7 poignées de main. Alors je ne sais pas comment on donne un 7e de poignée de main, mais bon. En tout cas, 4 plutôt que 6. Et donc, on réduit, grâce aux réseaux sociaux numériques, le nombre de personnes qui nous distancient des autres, pour autant qu'ils soient dans la communauté Facebook. Aujourd'hui, la communauté Facebook, c'est quand même 2 milliards d'individus par rapport à la population de la Terre. Ce n'est pas négligeable. Réseaux sociaux et la question du numérique. Un réseau social, c'est d'abord des individus qui sont ensemble, qui sont connectés parce qu'ils donnent du sens à cette connexion. Ce sont des gens. Numérique, pas numérique, c'est pas là que ça intervient. Ce sont des gens. Et donc, on est connecté à des gens. Vous avez une famille, vous avez des collègues, vous avez des amis. C'est un réseau social, indépendamment des aspects numériques. Cette manière de structurer la réalité sous la forme de réseau, ça peut nous en apprendre sur la manière dont les gens sont en collaboration les uns avec les autres. On peut définir des liens qui sont des liens de contrôle, qui sont des liens de coordination, qui sont des liens de collaboration. Donc, on peut, en spécifiant les liens qui existent entre les individus, définir ce que ces liens peuvent représenter en fonction de la manière dont ils sont reliés. Donc, on utilise ces liens pour qualifier les relations entre les individus. Et le numérique, ben oui, ce sont des gens, mais ce sont des gens qui discutent. Alors, ils peuvent discuter sur un banc, mais ils peuvent aussi utiliser des outils pour discuter. Et là, vous voyez qu'ils ne sont pas loin des outils pour discuter, mais ils sont toujours sur un banc commun, mais ils discutent. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons 50% d'individus qui sont connectés sur Internet, qui ont un accès à Internet. Nous avons 3,7 milliards d'individus connectés à Internet. Et 2,7 milliards qui sont des utilisateurs des réseaux sociaux, c'est-à-dire 37% de la population mondiale. En Belgique, 88% d'utilisateurs sont connectés à Internet, 60% utilisent un réseau social. Donc, nous sommes un pays dans lequel la connexion est importante. Les acteurs de ces réseaux sociaux, sans trop de surprise, vous l'avez un peu démontré au travers de ce que vous avez répondu. Facebook est dominant, WhatsApp, Messenger, WeChat, etc. Voilà la liste du nombre d'utilisateurs. Vous voyez que Facebook est loin devant, avec plus de 2 milliards d'utilisateurs à lui tout seul. Mais il y a pire. Regardez les petits ronds bleus et les petits ronds rouges, les petits ronds jaunes. Les petits ronds bleus, en fait, c'est Facebook aussi.
parce que WhatsApp c'est Facebook, parce que Messenger c'est Facebook, parce que Instagram c'est Facebook. Les deux rouges représentent Tencent, qui est la grosse entreprise chinoise, un peu équivalente de Facebook, que personne, ou à peu près, ne connaît ici. En tout cas, moi, je ne connaissais pas vraiment il y a 3-4 ans. Pourtant, vous voyez en nombre d'utilisateurs, évidemment, avec la population chinoise, c'est clair qu'on peut vite atteindre des chiffres importants. Et donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est où est l'Europe dans tout ça? Les réseaux sociaux, les utilisateurs, les créateurs de ces supports, de ces plateformes que sont Google, Amazon, Facebook, Apple, GAFA, comme on les appelle, sont dominants. Et de l'autre côté du monde, nous avons les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, les équivalents asiatiques qui sont les dominants, on va dire, par rapport à la réalisation, l'utilisation de ces réseaux sociaux. Et en Europe, et c'est ça qui pose question par rapport à la manière dont aujourd'hui nos jeunes, nos étudiants peuvent être initiés à ces usages du numérique qui transforment le monde, sachant qu'en Europe, nous n'avons pas cette puissance qu'ont les Asiatiques et qu'ont les Américains. Donc, nous pouvons en arriver à cette notion qui parle de réseaux sociaux. Ce sont des liens entre des individus qui sont véhiculés par des voies numériques. Et on voit qu'en termes de liens, ça peut réduire ces liens. On voit que, en termes d'ampleur, nous ne sommes pas en Europe les dominateurs de, en tout cas, ceux qui produisent ce type d'outils. Et donc, nous reviendrons tout à l'heure sur la question ou les questions que ça peut poser par rapport à la manière dont nous devons réagir dans l'enseignement, dans l'éducation par rapport à ça. Donc, à retenir pour cette première partie, ce que nous vivons aujourd'hui en termes de réseaux sociaux, c'est lié à une évolution par rapport à laquelle nous n'avons pas grand-chose à dire en tant qu'Européens. Ces réseaux sociaux sont là, ils sont dans nos poches, nous en sommes des utilisateurs, en tout cas en Belgique, à 60% au niveau des réseaux sociaux, à 88% au niveau d'Internet. Voilà, c'est là, et dire qu'on veut faire sans, ou qu'on veut faire comme si ce n'était pas là, ce n'est pas une réalité. Ça crée des connexions, ça crée des vrais liens, ça crée de l'interaction entre des individus. Les gens sont reliés grâce à ces réseaux sociaux. Et donc, ça crée une forme de proximité entre les individus. Et donc, cette proximité, on peut la chiffrer, que ça soit 150, que ça soit 6, que ça soit 3,7, peu importe les noms, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces réseaux sociaux, ils peuvent connecter les gens et leur donner cette sensation d'être proches les uns des autres. Alors la question que reprend cette petite photo là en dessous, évidemment, c'est est-ce que être près des uns des autres, ça doit être lié au numérique ou pas? Bien sûr, ça ne doit pas être lié qu'au numérique, mais ça peut aussi être lié au numérique. Mais bien sûr, la rencontre en face à face, la rencontre en présentiel, elle a tout autant d'importance que celle qui peut exister sur les réseaux numériques. Deuxième point, les dangers et les bénéfices. Donc vous avez un peu évoqué tout à l'heure les dangers que vous envisagiez, que vous imaginiez que les réseaux sociaux pouvaient créer. Et je voudrais avec vous faire des petites expériences liées à des dangers qui pourraient être associés à ceux qu'on peut rencontrer sur les réseaux sociaux numériques. Donc je vais vous demander de regarder les diapos qui sont là. Et puis, après, on pourra débriefer par rapport à ça. Donc, il n'y a pas nécessairement de commentaires, mais il y a 2 diapos principalement. Et puis après, il y a une petite vidéo. OK. Il ne faut pas retenir, il faut juste ce que ça évoque pour vous. Il n'y a pas de questions après. Alors, maintenant, je vais vous demander
d'être attentif à cette vidéo et je vais vous demander de compter combien de fois les joueuses en blanc vont se passer le ballon. D'accord? Donc ça dure 40 secondes. Count how many times the players wearing white pass the ball. Ok. Il y en a qui avaient laissé espace. Ok. Alors, on va revoir ceci. Did Est-ce you que vous avez spot vu the le gorille? gorilla? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Donc, ceux qui connaissaient l'histoire du gorille, est-ce que vous avez vu que le Let's rideau a changé de rewind couleur and watch it derrière? again. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. Alors, il y a le rideau qui change de couleur et il y a When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. And that's the monkey business illusion. donc c'est une expérience très connue. Bien. Alors, pourquoi ceci? Pour dire plusieurs choses. Quand nous utilisons notre attention, en fait, il y a plusieurs systèmes qui peuvent se mettre en place. Un des premiers systèmes, c'est le fait que quand vous voyez apparaître une photo de quelqu'un avec un visage particulier, de façon intuitive, vous lui associez un sentiment. Là, qu'est-ce que vous auriez dit? La colère, fâché, voilà. Mais vous voyez l'image, il y a quelque chose qui se passe en un flash qui fait que spontanément, vous lui attribuez un sens. Alors peut-être que ce n'était pas de la colère, mais en tout cas, c'est à ça que ça ressemblait. Ensuite, on a un système qui, lui, est algorithmique. 17 x 24, ah oui, j'aurais pas dû mettre la réponse, mais il y en a quelques-uns qui ont dû se dire, bon, 17 x 24, on fait 10 x 27, puis 4 x 7, puis et puis on commence à se perdre un peu dans ce qu'on est occupé à faire. On se dit, mais c'est 400 ou pas, puis on va voir ce que ça calcule. Enfin bon. On est dans un système où on doit appliquer un algorithme et on doit faire preuve d'un raisonnement qui est beaucoup plus abouti et beaucoup plus structuré que dans le premier système de pensée, qui est celui d'une intuition, de quelque chose auquel on réagit de façon spontanée. Et quand on utilise les réseaux sociaux, quand on a des notifications, quand on a sur notre téléphone 27 mails qui sont arrivés, 34 notifications sur Facebook, 14 sur WhatsApp, on a envie d'aller voir ce qui se passe là. Et on va spontanément aller chercher l'information parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces chiffres et on est pris dans cette tendance de ne pas pouvoir se retenir d'aller voir ce qui se passe derrière ces nombres qui ne sont pas filtrés, qui veulent tous dire qu'il y a quelque chose que l'on nous attribue, que l'on nous assigne. Et donc ce qui est important, c'est d'être capable à un moment donné, si on ne veut pas être débordé, si notre attention ne veut pas être débordée par ce que les réseaux sociaux nous amènent comme type de difficulté, on doit mettre en place un système d'inhibition qui nous permet d'être raisonnable par rapport au fait d'être spontané. Mais ce n'est pas facile. Alors, voilà, distraction, des armes de distraction massive. Pourquoi est-ce que ce n'est pas facile? Parce que chaque fois qu'on va chercher une information sur notre smartphone, parce que chaque fois que l'on reçoit un like sur Facebook, sur Twitter, qu'il y a un retweet qui est fait de ce qu'on vient de tweeter nous-mêmes, eh bien, nous avons un circuit
dans notre cerveau qui est alimenté, et c'est le circuit de la récompense. Et donc, le circuit de la récompense, c'est celui qui délivre ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bien-être, l'hormone du bonheur. Et donc, chaque fois que l'on va chercher une information qui, quelque part, nous fait plaisir parce qu'elle nous renforce dans cette idée de « je ne savais pas et maintenant je sais et je réagis de façon spontanée pour l'avoir », eh bien, notre cerveau doit être capable de faire preuve d'inhibition pour ne pas aller voir, pour ne pas nous laisser déborder, pour ne pas être distrait par cette technologie qui nous rappelle sans cesse qu'il faut aller voir une information qui nous est adressée. Et ça, c'est inconscient parce que comme le système qui nous permet de voir qu'un visage est un visage que l'on reconnaît comme étant de la colère, eh bien ça se fait automatiquement et notre cerveau est récompensé par le fait qu'il a très vite compris quelque chose et qu'il ne doit pas faire d'effort. Notre cerveau, il est paresseux. Il fait le choix de ce qui est le plus simple. Et donc si on veut contrer ce qui est le plus simple et faire quelque chose de plus compliqué, c'est-à-dire travailler, étudier, se concentrer, plutôt que de regarder sur les réseaux sociaux les messages qu'on nous a envoyés, eh bien il va choisir de regarder les messages sur les réseaux sociaux si on n'est pas capable de faire preuve d'inhibition, si on n'est pas capable de le ranger, si on n'est pas capable de le mettre quelque part. Et donc, on ne va pas dire que ceux qui le font n'y peuvent rien, mais c'est lié à la manière dont fonctionne notre cerveau, dans la manière dont il est récompensé, qui fait qu'il y a cette forme de distraction. Et donc cette forme de distraction, vous avez sûrement entendu à la RTBF et un peu partout, cette étude qui provient de l'Université de Gand et de l'Université d'Anvers, où on a mis en évidence qu'il y avait une corrélation, plus qu'une corrélation, un lien entre l'utilisation du smartphone et les résultats de, je ne sais plus, mais je pense que c'est à peu près 700 étudiants d'une série de facultés à Anvers et à Gand, et que les étudiants qui sont des utilisateurs importants du smartphone sont des étudiants qui ont 1 point de moins en moyenne à leurs résultats de janvier. Parce qu'ils n'arrivent pas à se défaire de cette particularité que leur cerveau leur impose quelque part, qui est de se récompenser par facilité plutôt que de se concentrer sur leurs tâches. Alors, bien sûr, ça pose toujours des questions que de faire des liens aussi directs, parce que, bien sûr, il y a d'autres choses qui interviennent sûrement et qu'il faut nuancer. Quand on dit utilisateurs de smartphone, utilisateurs intensifs de smartphone, qu'est-ce qu'ils font avec leur smartphone? Parce que ça, on ne le sait pas, l'étude ne le dit pas. On dit qu'ils utilisent beaucoup leur smartphone. Mais peut-être que certains l'utilisent beaucoup pour aller chercher de l'information sur leur cours. Peut-être, on ne sait pas. Dans l'étude à laquelle j'ai eu accès, on voit quand même que par rapport à la motivation, ce sont quand même des étudiants qui sont moins motivés que les autres. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont moins motivés qu'ils vont plus sur leur smartphone, ou c'est parce qu'ils ont l'utilisation du smartphone qui est plus intensive qu'ils deviennent moins motivés? Enfin, donc, avec quoi peut-on jouer? Quels sont les facteurs qu'on peut mettre en correspondance ou pas? Il y a une notion qui s'appelle, qui est cultural idiots. Est-ce qu'ils sont si ignorants des effets négatifs de leur smartphone que pour ne pas le ranger, le laisser de côté, le donner à leurs parents? Est-ce qu'ils ne savent pas? Et c'est la notion de « je sais bien, mais quand même ». Alors « je sais bien, mais quand même », ça veut dire, moi, quand j'étais petit, à un moment donné, c'est vrai que j'ai compris que Saint-Nicolas n'existait pas. Mais quand même, j'avais quand même envie d'y croire. J'avais quand même envie d'entendre le bruit le soir et de me dire que le matin, il y aurait des cadeaux qui seraient là de Saint-Nicolas. Et donc, le « je sais bien, mais quand même », ça existe tout le temps. Je sais bien que mon téléphone me distrait, mais quand même, je regarde quand même. Et donc, ça existe, c'est quelque chose qui est documenté dans la littérature, c'est qu'on ne fait pas semblant, on le sait, mais on n'est pas capable de faire tout à fait la démarche pour le mettre de côté. Et puis, en tant que parents, est-ce qu'on montre à nos enfants qu'on est capable de ranger notre téléphone, qu'on est capable de ne pas le prendre à table quand ça sonne? Est-ce qu'on est capable? Quel est le modèle que l'on donne ou que l'on a reçu ou que ça intervient aussi? Donc, la distraction, oui, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, comme parents, comme éducateurs, comme enseignants, pour que les plus jeunes, que nous voudrions qu'ils adoptent des comportements plus, raisonnables que les nôtres, eh bien, voilà, est-ce qu'on fait tout ça? Et donc, oui, l'encadrement est nécessaire. Bien sûr que l'encadrement est nécessaire.
Mais pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Harcèlement, bien sûr, je ne vais pas y revenir longuement parce qu'on peut faire de longs débats sur chacun des sujets, mais oui, bien sûr que le harcèlement en ligne est une manière absolument atroce pour ces adolescents d'être poursuivis à la maison de ce qu'ils vivent peut-être déjà à l'école ou dans d'autres lieux. Donc oui, c'est plus compliqué, oui, ça pose de grandes difficultés, et oui, s'il y a un harceleur sur Internet, c'est un harceleur de trop, et donc bien sûr, il faut tout faire pour combattre ce mécanisme de harcèlement d'une manière ou d'une autre. On reviendra tout à l'heure sur, d'une part, les raisons pour lesquelles ça existe, et ça existe quand même, et la raison pour lesquelles ce sont des choses visibles, alors que par ailleurs, elles sont parfois invisibles parce que les réseaux sociaux ne les diffusent pas nécessairement. Il y a toute une série sur Internet de conseils, d'organismes qui s'occupent de donner des conseils contre le harcèlement. Vous avez à Lumons un projet qui est associé à ce que, au niveau de Madame Schins, qui est de mettre en place des dispositifs pour combattre ce harcèlement. Donc, il existe des ressources pour aider nos enfants à s'affranchir de ces difficultés, mais bien sûr, comme je l'ai dit, un harceleur et un harcèlement est toujours de trop par rapport à ceux qu'on peut supporter. Alors, une autre petite vidéo. Vous ne devez rien regarder de spécial, laissez-vous faire. Dag Fien. Even kijken. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo, hè. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Je staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. C'est quand même le ministère des Finances qui met ça en ligne. Bien, donc oui, la protection des données, voilà, ce qui est déposé sur Internet quelque part, ce qui est déposé sur un réseau social, est-ce qu'on a conscience de ce que ça devient? Est-ce qu'on a conscience de ce que l'on y met? Est-ce qu'on a conscience de par qui c'est lu? Est-ce qu'on a conscience de ce qui est accessible? Est-ce qu'on explique ça à nos jeunes? Est-ce qu'on sait nous-mêmes? C'est clair qu'il y a beaucoup de choses. Bon, alors, il y a une part de fiction, mais pas que. Il y a sûrement des choses qui sont... Alors, il y a quand même une fameuse ambivalence par rapport à ce sujet-là, c'est que, en même temps, il y a de plus en plus de... de lois, de directives qui sont prises pour faciliter le respect de la vie privée, pour que les données soient protégées. Et en même temps, on a un nombre de connexions aux réseaux sociaux qui est de plus en plus important. Alors il faut un peu savoir ce qu'on veut.
Enfin, si on ne veut pas donner ces données, oui, il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux d'une façon qui est trop importante, parce qu'on sait qu'on donne des choses à nous. Alors, ce qu'on donne, mais il y a quand même une fameuse ambivalence entre le fait, et sans doute que nos deux manières de fonctionner, celle qui ne peut pas résister au fait d'aller sur les réseaux sociaux, et celle qui raisonnablement sait que je sais, mais quand même, voilà, ça fait partie de cette ambivalence entre la protection de la vie privée, la protection des données, et ce nombre de connexions qui n'arrête pas d'augmenter. Donc là, il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, en termes d'ambivalence. Alors, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire d'un adolescent de 15 ans au Canada qui a découvert que par croisement des constellations a pu identifier une cité maya qui n'avait jamais été identifiée. 15 ans au Canada, dans un journal, le Journal de Montréal, on diffuse cette information. Cette information est relayée par la presse, relayée par le journal télévisé, par la RTBF, relayée par des associations scientifiques qui font que, voilà, tout le monde à peu près y croit. Mais c'est faux, c'est impossible. Les spécialistes, tout de suite, ont détecté que c'était impossible. Il n'empêche qu'il y a des informations, et beaucoup d'informations fausses, qui circulent sur Internet et qui donnent l'illusion du vrai. Le problème des fake news, contre lesquels aujourd'hui Mark Zuckerberg a dit qu'il allait s'attaquer de façon importante pour éviter que Facebook ne soit envahi d'un nombre d'informations erronées trop importantes. Je ne sais pas comment il va faire, mais ça fait partie de ce qui est un problème sur les réseaux sociaux. C'est comment dissocier le vrai du faux. Voilà des journaux qui sont spécialisés dans ce genre d'informations, qui les diffusent délibérément. La mort, pour ou contre. 5 Français sur 4 ne savent pas compter. Ben oui, bien sûr. Enfin, ça, il y en a à floraison. Vous allez sur le Gorafi, vous allez bien vous amuser. Donc, mais là, ils le font. Voilà, c'est clair. Informer, prendre de l'information, ce n'est pas le savoir. Ce n'est pas parce qu'on a des bribes d'informations de part et d'autre que pour autant ça devient une connaissance acquise, établie, fixe. Il faut relier, il faut croiser, il faut critiquer, il faut être capable de faire des liens, il faut être capable de faire des ponts, il faut croiser ces sources. C'est ça qu'il faut apprendre à nos jeunes, c'est ça qu'il faut apprendre à réaliser. C'est ne pas prendre l'information pour argent comptant parce qu'elle existe quelque part sur un support, quel qu'il soit. Et donc, il faut être attentif à chacune des informations que nous recevons et qui parfois est bien tentante, bien intéressante, bien amusante, mais pour une part d'entre elles, pas toujours vraie. Prenons un peu des côtés positifs. Alors bien sûr, les côtés négatifs, il y en avait encore plein d'autres qu'on aurait pu évoquer, mais j'ai chaque fois essayé de me limiter à quelques-uns. Côté positif, ça crée du lien, comme on l'a dit. Il y a des personnes âgées qui sont en contact avec leurs petits-enfants plus qu'elles ne l'ont, qu'elles l'auraient été, parce qu'elles ne savent plus se déplacer, parce qu'ils habitent loin les uns des autres, et ça préserve un contact. Pas que les personnes âgées, mais ça crée du lien. Ça crée vraiment des contacts entre des individus, des contacts qui peut-être n'auraient pas été préservés par ailleurs, qui sont parfois plus intenses sur les réseaux qu'ils n'existent dans la vie réelle. C'est une manière de rester en lien, de rester en contact. Donc nous pouvons aussi mettre cet élément-là en évidence. La question de la solidarité. Ce sont des supports qui permettent une forme d'empathie, qui permettent de manifester une forme de compréhension, qui permettent aussi de se poser un certain nombre de questions sur qu'est-ce que peut apporter un réseau social dans la vie d'individus qui sont comme des migrants, qui sont en grand nombre parachutés dans toute une série d'endroits du monde et qui sont déracinés de chez eux. Ils sont déracinés et il y a une chercheuse qui est d'origine roumaine mais qui travaille en France, Dana Diminescu, s'est penchée sur cette question des réseaux de migrants et de la manière dont les réseaux sociaux leur permettent en fait d'être mieux intégrés là où ils sont, même si ce n'est pas leur pays d'origine. Le fait d'avoir cette possibilité de rester connecté avec leurs proches qui sont loin, et le fait de pouvoir exister dans un pays qui n'est pas le leur, mais où ils peuvent nouer des contacts avec des gens qui sont dans un entourage proche pour trouver du boulot, pour trouver du logement, eh bien ça leur permet une intégration qui est meilleure
que sans ces réseaux sociaux. Et donc, le contact qu'ils préservent et le contact qu'ils créent à un endroit, cette double absence qui, à un moment donné, crée de la présence, eh bien, ça leur est bénéfique. Est-ce que nos étudiants, quand ils utilisent des réseaux sociaux, qu'ils sont en dehors des dispositifs des établissements scolaires, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de garder le lien avec l'institution, de garder le lien avec l'enseignant, de garder le lien avec leurs collègues? On peut en tout cas se poser la question. Bien sûr, la question de l'horizontalité. Au niveau économique, les réseaux, les plateformes ont tout changé. Le fait qu'Uber existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la possibilité de passer par des circuits différents de ceux qui existaient préalablement. Aujourd'hui, vous pouvez fonctionner de façon horizontale. La hiérarchie n'est plus nécessaire. Vous pouvez vous connecter très rapidement aux personnes proches de vous, sans devoir passer par des filières qui sont des filières hiérarchiques, procédurales. On peut rentrer directement en contact avec des gens qu'on ne soupçonnait pas préalablement. Et ça change tout au niveau de la manière dont on peut organiser une vie, et bien sûr une vie économique. Et aussi bien Airbnb que Blablacar, que Uber, que plein d'autres sociétés ont bien compris qu'eux, on pouvait en retirer beaucoup d'argent, parce que le fait d'être les premiers sur ce secteur-là, ça leur a permis de pouvoir bénéficier de ces dispositifs. Et croyez bien que si Uber fait payer moins cher aux clients, lui, il s'enrichit bien plus que n'importe quelle société de taxi. Mais il n'empêche que c'est un bénéfice malgré tout, parce que c'est aussi une horizontalité dans les discours, dans les débats. C'est-à-dire on peut intervenir, on peut interagir, on peut créer de la citoyenneté, on peut être plus citoyen parce qu'on interagit avec un certain nombre d'individus auxquels on n'avait peut-être pas accès précédemment. On peut être soi-même un citoyen du monde différent parce qu'on interagit grâce aux réseaux sociaux. Et donc, ces possibilités ne sont pas à négliger en termes de bénéfices de ce que les réseaux sociaux peuvent apporter. Alors, à retenir pour cette partie-ci, les réseaux sociaux sont un amplificateur de toutes les tendances humaines. Ce n'est pas nécessairement les aspects négatifs ou les aspects positifs qu'il faut défendre, qu'il faut comprendre, mais en fait, c'est une boîte de résonance qui véhicule ce qui existe dans le monde. Et quand Trump tweet, tout le monde est effaré, mais il est effarant. Et quand le pape François dit Internet est un don de Dieu, bon, c'est peut-être pas tout à fait un don de Dieu, mais c'est quand même plus le vocabulaire qu'il utilise et c'est quand même plus conciliant que ce que peut dire un autre. Ça correspond à une réalité qui est celle de ces deux personnages. Et donc nous, chacun d'entre nous, ce que nous recevons, ce que nous émettons, correspond quelque part à ce que nous sommes. Et les gens qui nous contactent sont relativement proches de ce qu'ils sont habituellement quand ils sont en contact avec nous, quand ils nous contactent avec des réseaux sociaux. Donc, dans toute utilisation d'une technologie, il y a en même temps un remède, une version positive et une version négative. C'est en même temps un remède et un poison. Les philosophes disaient ça il y a déjà bien longtemps, que dans toute chose, il y a une face positive et une face négative. Eh bien, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que dans toute chose, il y a une face positive et une face négative. Comment prend-on, utilise-t-on la face positive? Comment gère-t-on les aspects négatifs de ces outils, de ces réseaux, de ces manières de fonctionner? Donc, voilà ce qu'il faut retenir de cette partie. C'est d'une part que c'est l'amplificateur de toutes les tendances de la société et des êtres humains que nous sommes, et que ces tendances, elles sont partagées entre le meilleur et le pire, et bien sûr plein d'intermédiaires, mais ces intermédiaires sont intéressants aussi. Alors, avant les métiers de demain, je vais vous reposer une ou l'autre petite question. Alors, il faut que j'aille. Voilà. Donc voilà une série de métiers, et je vais vous demander, selon vous, parmi ces métiers, médecin généraliste, radiologue, chauffeur de poids lourd, chef 3 étoiles dans un restaurant ou enseignant, quels sont ceux qui risquent de disparaître dans les 10-20 ans en raison de la société qui se numérise? Et donc, quels sont ceux pour lesquels il y a le plus de risques, selon vous, qu'ils disparaissent? Voilà, je
vous laisse y réfléchir et puis indiquer un chiffre. Plus il sera élevé, plus vous pensez qu'il y a un risque que ce métier ne soit plus un métier d'actualité dans quelques années. J'attends encore un tout petit peu. OK. Alors, une dernière petite... Que pensez-vous de l'utilisation du numérique à l'école? Il n'a pas sa place. Si c'est absolument nécessaire, pourquoi pas, mais sans plus. C'est un moyen au même titre que d'autres. Enfin, des outils adaptés à notre époque. Mais c'est vrai que des utilisateurs de smartphones qui diraient qu'il n'a pas sa place, c'est un peu compliqué. Hein. Forcément. OK. Alors on reviendra tout de suite là-dessus. Je retiens ce que vous avez mis. Je reviens à la présentation et nous allons pouvoir aborder cette partie-ci. OK. Donc, demain, quel métier, qu'est-ce qui peut changer dans la manière dont il faut les envisager? Alors, là, vous voyez qu'il y en a qui marchent moins bien que d'autres, mais tout ça est vrai. Hein. Ce sont des vrais robots qui ont été vraiment conçus et qui sont vraiment existants là aujourd'hui. Donc il y a une forme d'automatisation d'un certain nombre d'outils. Et dans la vie réelle, qu'est-ce que ça peut donner? Pour que ça soit utile à l'être humain. Voilà les nouveaux agriculteurs qui vont devoir s'équiper. Donc ils checkent les pommes. Hein. Il vous fait le petit élagage. Donc il
capable de désecter les salades pour enlever les mauvaises herbes. Voilà un autre métier, une imprimante 3D qui utilise du béton. Donc un modèle, et vous allez avoir une maison construite sans maçon par une imprimante en 3D, enfin une imprimante qui permet d'imprimer de la 3D. Alors ça, quels que soient les métiers, vous allez en trouver. Donc demain, le numérique, il va être partout. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est justement celle de ces métiers qui ne vont pas disparaître, parce que c'est ça la crainte. Vont-ils disparaître parce qu'il y a des outils numériques qui vont remplacer l'être humain dans ce qu'il fait et ce qu'il était capable de faire? Alors, il existe un site sur lequel on peut s'informer. Will robots take my job? Et donc, on va voir si les robots peuvent prendre notre boulot. Hein. Donc, bon, c'est évidemment uniquement en anglais, donc je ne connais pas moi tous les termes, mais il y en a un que je peux vous mettre assez facilement. Donc, c'est un petit peu comme le chauffeur de poids lourd tout à l'heure, hein, dans la liste. Donc, taxi driver, plus le pourcentage est important, plus il a des chances de disparaître. Plus le pourcentage est faible, forcément, plus il a des chances d'être préservé. Taxi driver, s'il veut bien. Ah non, c'est celui-là, voilà. 89% de chances que dans les 15 ans, il n'y ait plus de chauffeurs de taxi. En tout cas, plus que 11% parmi l'ensemble de ceux qui sont là aujourd'hui. Voiture autonome, transport sans chauffeur. À Paris, le métro est sans conducteur. Les voitures de Google, elles roulent en Californie sans conducteur. Alors, ça fait peur, hein? Eh oui. Vous pouvez fermer les yeux, si vous voulez. Eh non. Eh non. Eh non. On va rester. Voilà. Donc on peut jouer avec ça. On peut, enfin, bien sûr. Alors, qui a fait l'algorithme qui est là derrière? Peut-être des enseignants. À voir. Donc, bien sûr, il faut aussi se poser cette question-là. Est-ce que c'est fake news? Enfin, bon, où est-ce qu'on est? Mais bon, ça pose bien cette question de aujourd'hui. Quels sont les métiers qui risquent de disparaître? Et il y en a qui vont disparaître. Hier, je regardais le journal de France 2. C'était cette question-là qui était posée à la journaliste de France 2. Est-ce que la robotisation va faire que une série de métiers va disparaître? Le journaliste qui lui répondait, à la présentatrice donc, de ce journal, a répondu ceci, que je vais essayer de vous répéter, c'est que les pays dans lesquels la robotisation est la plus importante, l'Allemagne, la Corée, le Japon, c'est presque le plein emploi. Que ce phénomène, il s'est déjà produit plein de fois. Quand les calèches ont été remplacées par des voitures, il y a eu des levées de boucliers parce que plus de palefreniers, plus de maréchal ferrant, ils allaient perdre leur boulot. Oui, mais il n'y avait pas de carrossier, oui, mais il n'y avait pas de mécanicien, oui, mais il n'y avait pas de concepteur de pneus. Donc on a créé des nouveaux emplois liés aux nouvelles technologies qui sont apparues. Donc en fait, il n'y a pas moins d'emplois, il y a d'autres emplois, mais il faut être formé à ces emplois. Et donc quand aujourd'hui on parle de ces outils qui automatisent une série de fonctions, oui, il y a un risque de faire disparaître un certain nombre de métiers, mais parfois pour un bien. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les personnes qui travaillent dans des chaînes de montage d'automobiles seraient contentes de voir disparaître les robots qui les aident à construire leur voiture.
Ça fait partie de leur boulot et elles travaillent avec ces robots pour que ça fonctionne bien. Donc, il y a des opportunités de créer d'autres emplois. Et il y a des emplois, bien sûr, qu'on n'imagine pas qui peuvent exister. Voilà aujourd'hui, et je ne pense pas qu'on l'imaginait il y a 5 ans, les salaires des youtubeurs américains par an en milliards de dollars. En millions de dollars, pardon. J'ai exagéré de 1000 fois. Moi, personnellement, je crois que j'en connais un. Je ne sais pas qui en connaît, mais bon. Donc, j'en connais pas, mais ces gens font des fortunes en étant youtubeurs, en diffusant des vidéos sur YouTube, et ils gagnent de l'argent. Enfin, voilà. Est-ce qu'on imaginait, il y a 5 ans, que ça pouvait exister comme type de métier? Alors, je ne sais pas si c'est le métier qu'il faut absolument... Voilà, mais ça fait partie des métiers possibles, et bien sûr, il y en a plein d'autres. Alors, c'est des choses qu'on disait déjà hier. Hein. Donc, books will soon be obsolete in the public schools. Thomas Edison, 1913, en parlant du cinéma. En 1956, on disait voyage dans l'espace, foutaise. 1961, premier homme dans l'espace. Monod, 1970, prix Nobel de médecine. L'échelle microscopique du génome interdit de le manipuler. 1972, première manipulation génétique. Donc, ce qu'on estime impossible aujourd'hui, dites-vous qu'il y a impossible demain, et que ça ira peut-être plus vite que ce que même des grands spécialistes peuvent vous dire aujourd'hui. En termes de médecine, la question de la mort pour ou contre, je ne l'ai pas mis tout à fait pour rien, mais vous êtes content d'aller chez le médecin et qu'il puisse vous dire, voilà, on va vous remettre en ordre l'épaule, le dos. Aujourd'hui, on peut soigner les problèmes oculaires qu'on ne pouvait pas soigner il y a X années. Si on peut un jour soigner les cancers, ben on sera bien content de soigner les cancers. Si un jour on peut vous remplacer un bras parce que votre bras n'est... j'ai un ami qui me dit, dans les homes pour personnes âgées, bientôt on pourra remplacer les hanches de ces personnes et elles seront plus mobiles qu'avant. Il faudra peut-être même mieux les remplacer. On va aller jusqu'où dans le remplacement de l'être humain pour qu'il vive plus longtemps? Est-ce qu'on est prêt d'aller plus proche de la mort de la mort? Jusqu'où va-t-on? Jusqu'où est-on prêt à aller? On ne sait pas, mais en tout cas ça pose des fameuses questions du point de vue d'une part de l'évolution des technologies, mais aussi de la manière dont l'être humain va pouvoir y réagir. En termes de voitures autonomes, les voitures autonomes, elles prennent des décisions, mais qui leur fait prendre des décisions? Ce sont des algorithmes humains qui leur permettent de prendre des décisions. Et les défaillances techniques sont possibles. La Tesla qui a embouti un camion parce qu'elle avait confondu le camion avec un panneau publicitaire, ça pose problème. Mais si un jour vous vous trouvez dans une situation où il faut décider entre écraser 3 enfants ou 3 personnes âgées parce que la voiture a perdu ses freins et que l'algorithme de la voiture doit prendre une décision, qui va décider de ce qu'on met comme algorithme dans cette voiture pour prendre la décision qui va décider de faire un accident, mais l'accident le moins grave ou le moins... Donc il y a des questions éthiques, des questions morales qui vont devoir être débattues. En termes cognitifs, aujourd'hui, il y a des sociétés, Elon Musk, c'est le créateur de Tesla, de SpaceX, mais aussi de Neuralink. Neuralink, c'est une société qui souhaite, qui est occupée, à voir comment on pourrait augmenter les potentialités du cerveau en les reliant avec de la mémoire externe, avec des incitants qui sont technologiques. Est-ce qu'on est prêt à avoir une mémoire augmentée? Alors on va dire non, on ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, il y a des universités chinoises qui le font. Et si demain c'est réalisé, si ces individus augmentent leur QI de façon artificielle, sans doute que s'il y a un nombre de personnes qui ont des QI plus élevés, vont-ils prendre des décisions qui vont être plus intelligentes? Alors on sait bien que le QI, ce n'est pas que, c'est aussi l'environnement, c'est plein de choses. Mais
Voilà, ça pose plein de questions, et ces questions, elles vont se poser sans cesse, et donc on reviendra sur le côté éthique que ça suscite. La question des robots, la robotisation, les robots, ils sont là, mais l'exemple qu'on prend parfois concernant les maisons de repos dans lesquelles on dit qu'il y a des sous-effectifs, est-ce que les robots ne pourraient pas aider un certain nombre de personnes âgées? Et on a fait toute une série de tests qui montrent que les personnes âgées s'attachent à certains des robots humanoïdes qui s'occupent d'elles. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'il y ait un robot qui s'occupe d'une personne âgée quand personne d'autre ne peut le faire parce qu'occupé autre part que personne? Enfin, voilà. Toutes ces questions-là, elles vont se poser, et cette question de l'automatisation, elle est là, et cette question de l'utilisation des technologies, elle est là. Donc, quel métier, quelle formation pour demain? Quelles compétences développer? Quand on regarde ce qu'on dit par rapport aux compétences qui doivent être développées dans un avenir proche, résolution de problèmes, pensée critique, créativité, coordination, intelligence émotionnelle, capacité de jugement, prise de décision. C'est ça qui va faire la différence. Ce n'est pas le fait que vous connaissiez le code un tel. Ce n'est pas le fait que vous soyez capable maintenant de manipuler une machine une telle. Non, tout ça va évoluer. Par contre, ce qui ne va pas évoluer, ce sont ces compétences-là, et ça, on en aura d'autant plus besoin demain. Et donc, comment aujourd'hui on utilise les réseaux sociaux pour qu'en termes de professionnels, on puisse se lier aux gens qui vont nous permettre d'être dans ce réseau et de nous former, et de nous connecter à la population avec laquelle demain il va falloir travailler. Il y a un réseau professionnel qui est celui le plus utilisé, qui est LinkedIn. Alors il y a un réseau français Viadeo, mais vous voyez que les proportions en termes d'effectifs sont beaucoup moins importantes. Ça donne une visibilité aux individus, ça leur permet de faire part de leur expertise, ça permet d'utiliser les bénéfices que les réseaux sociaux peuvent apporter d'un point de vue général, mais d'un point de vue professionnel. Et si on regarde la manière dont les professionnels aujourd'hui utilisent ces réseaux sociaux, eh bien, 48% des employeurs disent qu'ils utilisent LinkedIn avant d'engager quelqu'un. Ils vont voir sur LinkedIn si la personne y est. Facebook, 46% quand même, 28% Twitter, etc. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire sur les réseaux sociaux, commentaire agressif dans un blog, quelque part, à 75%, ils ne vous prennent pas. Remarque sur l'usage des drogues, faute d'orthographe, 56% ne vous prennent pas. Donc tout ce qu'on écrit quelque part, qui est rendu visible, va à un moment donné pouvoir influencer votre carrière professionnelle. En tout cas, un patron, quelqu'un de spécialiste en termes de ressources humaines, va en tout cas s'intéresser à ce que vous mettez de vous sur les réseaux sociaux pour utiliser ça, en fait, dans le cadre d'un recrutement. Opinion, activité politique aussi, enfin, vous voyez. Donc, à retenir, ce côté incontournable, tous les secteurs de la société, tous les métiers sont influencés par la manière dont le numérique va influencer l'avenir de ces métiers, et donc des jeunes qui demain vont devoir trouver un emploi. Et donc, la question et la réponse, je crois, c'est celle de la complémentarité. C'est ça qu'il faut développer chez nos jeunes, c'est cette question de la complémentarité entre ce que nous sommes capables de faire en tant qu'être humain mieux qu'une machine, mieux qu'une technologie aussi sophistiquée qu'elle soit, en accord, en complémentarité avec ce qu'une technologie très sophistiquée peut faire beaucoup mieux que nous. L'intelligence numérique, l'intelligence artificielle, est plus fiable, plus précise, plus rapide qu'un être humain. Pour toute une série de boulots, on parlait tout à l'heure, on voyait dans les listes le médecin radiologue, par exemple. Demain, un médecin radiologue peut être remplacé par une machine qui va lire et détecter plus rapidement que lui ce qu'il y a sur une radio d'un patient. Cette expertise-là, elle peut être automatisée. Par contre, le médecin généraliste, il doit faire des ponts, il doit faire des liens, il doit être plus transversal, il doit prendre en relation un contexte. Lui, il va subsister. Lui, il va être là parce que sa spécificité humaine ne peut pas être automatisée, en tout cas pas encore aujourd'hui.
Et donc, cette qualité humaine qui est la spécificité de l'être humain qu'un chef 3 étoiles aura parce qu'il ne sera jamais remplacé par une machine qui cuisinera au goût aussi bien que lui, en tout cas. Ce serait bizarre, en tout cas, de l'imaginer. Cette capacité d'être empathique, cette capacité de comprendre la personne, la machine n'y est pas encore, malgré tout ce qu'on peut lui prêter aujourd'hui comme qualité et comme capacité d'évolution. Donc, c'est indispensable que demain, qu'aujourd'hui, nos jeunes aient une formation relative aux compétences numériques qu'ils doivent développer. Et ça passe par la manière dont, d'une part, ils comprennent ce que sont les réseaux sociaux, et bien sûr, dans la manière dont ils les utilisent. Vous avez vu que pour des employeurs, c'est important de pouvoir les utiliser à un niveau professionnel, mais à un niveau privé aussi, comment comprend-on que fonctionne le monde d'aujourd'hui si on n'est pas attaché, si on n'est pas relié? Et quand on voit en Belgique, on a 69% des individus qui sont connectés à un réseau social. Donc, voilà. Mais est-ce qu'on comprend bien ce qu'on fait, ce qui se passe, ce qui s'y fait, ce qui s'y réalise? On peut éduquer à l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a un très beau dossier qui est fait sur enseignement.be concernant cette problématique-là. Donc on peut aider les enseignants, on peut aider les élèves, on peut aider les parents à utiliser des outils comme cela d'une façon qui soit positive, constructive, réfléchie, où oui, à certains moments, on enlève le smartphone et on le met quelque part parce que c'est distracteur. Donc voilà, ça fait partie de l'éducation. On peut utiliser Twitter pour travailler dans une classe, un enseignant utilise Twitter pour travailler l'orthographe, pour travailler à faire des phrases, bon maintenant plus de 140, mais de 280 caractères. Mais on doit être concis, on doit être précis, on doit bien écrire, on communique. Tout ça peut faire partie des outils que l'enseignant peut utiliser. Connecté aujourd'hui, prêt pour demain. En Europe, c'est là qu'on est. Soit on va réussir, soit on va rater le virage du numérique en éducation. Alors, il n'y a pas que l'éducation. Kodak, Nokia, 3310. Ils sont où? Où étaient-ils il y a 10 ans, 15 ans? Aujourd'hui, autant on parle de Samsung, Apple, autant il y a 15 ans, quand vous aviez un téléphone, c'était un Nokia et rien d'autre. Aujourd'hui, Nokia, ils ont raté le virage du numérique. Petite courbe intéressante, WhatsApp, racheté par Facebook, 22 milliards. En 5 ans, 55 salariés. Peugeot a été racheté 12 milliards. Ils ont vécu pendant 100 ans. Ils ont utilisé 100 000 salariés. Qu'est-ce qui crée de la plus-value? Est-ce qu'on suit le flux ou pas? Demain, quelles sont les marques de voitures qui seront sur le marché? Est-ce que Peugeot sera encore sur le marché? Tesla? Les voitures Google, elles s'appellent comment? On ne sait pas. Il y a d'autres voitures. Enfin, ce sera quoi les voitures de demain? Todai, c'est le robot d'intelligence artificielle qui est là, enfin qui utilise une intelligence artificielle. Et ce robot a été utilisé dans une université japonaise pour réaliser un examen d'entrée dont le sujet est inscrit là en anglais, donc discuter la croissance et la chute du commerce maritime dans l'Asie du Sud-Est et de l'Est au XVIIe siècle en 600 mots, enfin bref, un truc, déjà on ne comprend pas la question à peu près. Ce robot, cette intelligence artificielle, a fait mieux que 80% des étudiants pour réaliser cette synthèse de texte à partir de ce qu'elle est allée chercher sur Internet, qu'elle a pu rassembler, qu'elle a pu reformuler pour en faire un résumé. Est-ce que le fait de demander des résumés à nos étudiants est une bonne chose? Est-ce que c'est bien ça la question? Parce que bien sûr, ce robot ne peut pas justifier pourquoi il a écrit ça ou ça. Cette intelligence artificielle ne va pas pouvoir expliquer pourquoi elle a utilisé tel mot ou bien qu'elle a mis ses phrases dans tel ordre. Un être humain, oui. Et donc l'explication du résumé a plus d'importance que le résumé. Mais on fait faire des résumés et puis on note le résumé. Mais le résumé, une machine peut le faire. Donc où est-ce qu'on en est, nous, par rapport à l'utilisation
enfin, que nous apporte la réflexion que les technologies amènent sur le tapis en se disant faire des résumés, en fait, ça sert à quoi? Est-ce que c'est ça vraiment qu'on doit évaluer? Est-ce que c'est ça qu'on doit demander? Est-ce que c'est ça, enfin, la richesse de l'être humain et ce qu'on lui demande de spécifique? En termes d'éducation, aujourd'hui, on est occupé à réfléchir et on espère que bientôt, dans le cadre du pacte d'excellence, pacte pour un enseignement d'excellence, qu'il y ait des compétences numériques qui figurent pour la première fois inscrites dans un programme qui pourrait être à destination des enseignants et à destination des élèves. Ces compétences numériques, elles existent au niveau européen et sont sans doute celles qui vont être mises sur papier à un moment donné pour que les enseignants en Belgique puissent avoir conscience de ce qu'on demande aujourd'hui à des jeunes adultes, à des futurs professionnels, de maîtriser comme type de compétences. Donc c'est disponible sur Internet, libre, etc. En termes d'éducation, où en est-on? Est-ce qu'on est prêt à développer les compétences de demain et pas celles d'hier? Est-ce que c'est ça qu'on met dans nos programmes? Est-ce que c'est ça qu'on fait quand on donne cours, quand on assure une formation? Et bien sûr, est-ce qu'on est capable de gérer la déconnexion? Donc, je pense qu'être connecté, on n'a pas le choix, mais à certains moments, est-ce qu'on est capable de se dire, ce circuit de la récompense, on le met un peu de côté pour aussi être capable de faire autre chose et pas être distrait quand c'est distracteur? Comment est-on capable de gérer ça? Comment va-t-on réussir ce défi-là aussi? Et ça fait partie de l'éducation. Humaniser. La priorité, elle reste à l'humain. Malgré toutes les technologies, malgré tout ce que je peux ici vous montrer qui existe et qui est fascinant, c'est l'humain qui reste au cœur. Et si on travaille avec des enfants, avec des adolescents, avec des jeunes adultes en formation, c'est parce que c'est l'humain qui est au cœur. Et donc, comment est-ce qu'on va augmenter l'humain grâce au numérique? Comment on va le rendre plus compétent grâce aux outils numériques qu'il peut utiliser pour qu'il fasse mieux que ce qu'il faisait avant? Et c'est ça, un des objectifs de nos formations. C'est qu'on utilise ces outils-là pour faire autrement et pour améliorer en fait l'être humain par rapport à ce qu'il était capable de faire à un moment donné. J'aime bien la petite phrase qui suit. On parle beaucoup de codage aujourd'hui. Et c'est pas mal poussé à différents niveaux. C'est pas coder qui est important. Coder le monde n'est pas très important. Oui, c'est intéressant de comprendre comment ça marche et de savoir un peu qu'un algorithme, c'est ça, que ça fonctionne comme ça. Mais ce qui est quand même beaucoup plus important, c'est de décoder le monde. C'est de comprendre comment fonctionnent ces outils numériques. C'est de comprendre comment fonctionne notre monde. C'est de comprendre dans quel monde on vit aujourd'hui pour pouvoir s'y adapter, pour pouvoir être complémentaire à ce que ce monde exige de nous. Et donc, coder pour coder, c'est pour faire des informaticiens, mais on dit aussi qu'il y a aujourd'hui des intelligences artificielles qui vont coder à la place des codeurs. Et donc, est-ce que c'est bien ça le métier d'avenir? Il y a moyen d'aller récupérer des programmes à différents endroits, de les compiler à un autre endroit et d'en faire quelque chose qui va marcher, où on va mettre ça... Enfin, ça existe aujourd'hui de plus en plus. Donc, ce n'est pas coder qui est important, c'est comprendre comment fonctionne le monde, dont ces principes de codage qui, quelque part, peuvent être intéressants, mais qui ne sont pas un but en soi. C'est de nouveau, c'est un moyen plus qu'autre chose. Les questions éthiques. Des liens entre nos neurones qui sont nos neurones, voilà, ceux qui sont actifs dans notre cerveau, et puis des neurones qui sont des neurones de silicium. Est-ce qu'on est prêt à les connecter? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire par rapport à ça? Est-ce qu'on est prêt à gérer le fait que demain, les voitures autonomes devront prendre des décisions d'écraser plutôt une personne qu'une autre? Est-ce qu'on est prêt à ce que demain, on ait toute une série de questions qui se posent concernant des problèmes éthiques qui vont se poser? Et
Et dès qu'apparaît une technologie, on remet en question nos pratiques humaines. Et donc ces pratiques humaines, il faut les interroger pour se dire en quoi est-ce que c'est bénéficiaire pour l'individu, en quoi est-ce que c'est bénéficiaire pour l'être humain. Et comme je l'exprimais par rapport au point avant, comment est-ce qu'on augmente l'être humain plutôt que de le mettre sur une voie de garage. Voilà, donc j'en terminerai là. C'est vraiment la question à laquelle je crois qu'on peut répondre au final. C'est que s'il y a des questions à se poser par rapport à pourquoi les réseaux sociaux, pourquoi le numérique est important et comment peut-on le considérer dans un dispositif d'éducation, de formation, eh bien, il y a cette idée de, oui, il faut mettre la priorité sur l'éducation à ces nouvelles compétences et à ces individus qui doivent comprendre comment ça fonctionne, en apportant plus d'humanité encore, parce qu'il faudra être complémentaire à ce qui est automatisé, et donc c'est l'être humain qui va primer, mais ça va poser une série de questions éthiques par rapport auxquelles il va aussi falloir se mettre ensemble autour de la table à réfléchir à quelle décision va-t-on prendre pour protéger justement cette humanité, plus que de la laisser envahir par une technologie qui, en fait, ne doit être là que pour aider l'être humain. Voilà, je vous remercie. Voilà, alors on va passer la séance de questions de façon classique avec un micro baladeur. Première question dans la plus difficile à poser, qui se lance? C'est toujours... Oui. Allez, on fera un petit like après. Oui. Un instant, je vous passe le micro parce qu'on enregistre tout ça. On enregistre tout. Certains pays coupent les connexions Internet pour empêcher certains citoyens de pouvoir se connecter au monde. Donc, je pense que le gouvernement a encore un grand avenir sur les réseaux sociaux. C'est un abus de pouvoir, en tout cas, que de faire ça. C'est clair qu'à partir du moment où on veut se priver d'un canal de communication, ça veut dire qu'on en a peur. Et donc, tout est dans l'action, enfin, tout est dans l'acte qui est posé, je crois. Oui. Voilà, moi, tout d'abord, je vous remercie pour cet exposé très intéressant. Merci. Et alors, j'ai un questionnement. Ça a généré des questionnements, mais je vais poser une question. On voit vraiment cette expansion technologique très rapide, immédiate. Et je me pose la question suivante. Est-ce que ça ne risque pas de créer un fossé important intergénérationnel? Voilà. Je vous remercie pour la réponse. Alors, bon, d'abord par rapport à la fracture, enfin la fracture elle peut être de plusieurs ordres et il y a une fracture qui peut être évidemment, enfin qui peut être celle des âges. Mais aujourd'hui, quand on parlait de fracture numérique, en fait, c'est plus tout à fait comme ça qu'il faut la considérer, parce que vous avez vu le taux d'équipement, le taux de pénétration d'Internet dans les foyers, il est très important. Donc, on manque pas de connexion, c'est pas ça le problème. Ce dont on manque, c'est le fait que on éduque les individus, d'une part, qui l'utilisent beaucoup à bien l'utiliser, et puis effectivement, comme vous dites, ceux qui sont peut-être moins familiers ou qui n'ont pas envie d'y toucher, ben, comment on les initie à ça? Parce que, enfin, par exemple, dans certaines administrations communales, vous ne pouvez plus avoir des documents nécessairement autrement qu'en passant par une voie électronique. Enfin, de plus en plus, la voie numérique devient une voie à utiliser. Donc, ce que moi je vois et sais, c'est qu'il y a des endroits où des communes mettent en place des aides particulières pour que les personnes âgées qui en ont besoin puissent bénéficier d'une aide à ce niveau-là. Je sais pas vraiment, enfin, je connais pas bien, je veux dire, ce domaine-là en termes
de difficultés, enfin je ne connais pas d'études en fait par rapport aux difficultés que peuvent rencontrer les personnes âgées par rapport à ça, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens, s'ils viennent au numérique, ça va être au travers d'une passion qu'ils peuvent avoir. Ça veut dire, c'est comment, si on veut initier une personne âgée au numérique, enfin, sur quel intérêt va-t-on tabler, va-t-on construire bon, je prends l'exemple, toujours des exemples proches, dans ma famille, mon père s'est initié au numérique il y a très peu d'années, il va avoir 80 ans, mais il s'est initié il y a 10 ans parce qu'il était fan de photos et c'est la photo qui l'a amené au numérique. Donc, enfin, voilà, qu'est-ce qu'on va prendre comme point d'ancrage pour que ça puisse se mettre en place? Mais des réponses précises concernant et cette fracture telle qu'elle existe et la manière d'y répondre, ce qui est mis en place, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là. Donc je ne peux pas vous répondre vraiment autrement. Qui désire... Oui, on fait le tour, j'arrive. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ma petite question, c'est est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, est-ce que l'homme restera toujours le dernier décideur? Enfin, est-ce que c'est lui qui va finalement décider ou c'est la machine qui va apprendre par elle-même et elle va dépasser l'homme et peut-être ne lui plus donner le choix de décider? Alors, je ne suis pas spécialiste en intelligence artificielle, mais ce que j'en sais, c'est qu'aujourd'hui, les spécialistes sont très divisés sur la question. Et que donc, il y a plein de réponses qui vont dans tous les sens et que donc, moi, de ce que j'en lis, je pense que personne aujourd'hui ne peut répondre à cette question. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont des systèmes apprenants, qu'on appelle c'est du machine learning. Et donc, par exemple, vous mettez vos photos sur Google, alors je ne dis pas qu'il faut le faire, mais vous les mettez sur Google et elles sont stockées sur un serveur de Google. Eh bien, il y a quelques années, vous pouviez essayer de sélectionner, par exemple, les chats dans vos photos, et vous tapiez chat dans le moteur de recherche, et il ne trouvait pas nécessairement beaucoup de chats, voilà, parce qu'en fait, il n'était pas capable de les identifier. Alors, aujourd'hui, vous tapez chat, et vous avez des photos de chats qui sont à plein d'endroits, il va vous reconnaître beaucoup de vos chats. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système de Google, c'est que comme il collecte beaucoup de vos données, le système d'intelligence artificielle va les reconnaître de plus en plus de chats présentés sous des formes différentes dans vos photos. Et donc, la machine va apprendre à de plus en plus reconnaître les chats. Alors, est-ce que pour autant, elle décide à notre place? On n'en est pas là, et je crois qu'on n'y sera pas tout de suite. Mais elle est quand même capable d'apprendre et de devenir de plus en plus fine dans une forme de diagnostic. Mais je crois que le mirage qui serait celui que la machine prenne complètement notre place, en tout cas, c'est sûrement pour ça qu'il faut s'y intéresser. Parce que si jamais ça arrive, les questions éthiques et les questions de protection de l'être humain pour ce qu'il est, elles se posent crucialement. Et si on ne s'intéresse pas, si on dit non, le numérique, ça ne va pas à l'école, non, le numérique, ça ne va pas en classe, non, on ne s'en occupe pas, eh bien, c'est ça qui pourrait arriver. Et donc, moi, je plaide pour le fait que ces compétences-là soient des compétences qu'on développe pour qu'on s'y intéresse et qu'on se pose ces questions-là et qu'on essaye d'y répondre et que si ça se présente, on puisse prendre des décisions appropriées et bénéfiques pour l'être humain. Oui, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Donc, merci pour votre exposé, très intéressant. Évidemment, juste une remarque additionnelle par rapport au risque. En tout cas, un point d'interrogation que moi je me pose, c'est que le big data, les algorithmes, vous faisiez allusion là maintenant avec Google, c'est qu'on a l'impression d'être dans un monde où on peut accéder au monde entier, mais avec les algorithmes, il y a aussi pas mal dans les lectures, on dit on est enfermé, je veux dire, de plus en plus, je dirais, dans un monde de plus en plus restreint. Si on a une idée politique ou, je dirais, une sensibilité, effectivement, les algorithmes nous enferment dans cette sensibilité ou dans cette vision politique. Donc là, j'aurais voulu avoir peut-être votre avis par rapport à ce point-là, parce que c'est vrai que ça nous donne l'illusion de l'infini, mais peut-être que cet infini, l'intelligence artificielle nous y enferme. Donc comment agir pour éviter d'être enfermé par ces algorithmes? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, en fait, l'exemple que je citais tout à l'heure, si sur Facebook vous postez ou vous contactez des gens sur une thématique particulière, ce que vous risquez de recevoir comme post sur Facebook ou autre part, ça va être des posts qui traitent de la même thématique parce que l'intelligence artificielle de Facebook a compris que c'était ça qui vous intéressait, donc elle vous amène ce qui vous intéresse. Comme ça, vous allez... Enfin, voilà. Donc,
D'une part, sans doute, essayer de voir comment on peut s'intéresser à des choses très multiples, comment on peut être critique par rapport à à la pensée, on va dire, je n'allais pas dire unique, mais en tout cas cette pensée qui a l'air d'être toujours la même. Qu'est-ce qu'on apporte comme élément de contradiction? Enfin, je ne sais pas moi, s'il y a un sujet particulier qui vous intéresse, est-ce qu'à certains moments, on ne doit pas aussi poster des critiques de ce que l'on pense pour montrer qu'on n'est pas aussi, dans cette pensée qui ne va que dans un sens, quoi. Donc je crois qu'il y a parfois peut-être interagir d'une manière qui met en question ce par rapport à quoi on est intéressé à un moment donné. Alors, à côté de ça, je pense que d'abord il y a une chose qui est importante qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau psychologique, quand un individu a conscience de quelque chose qui se passe, en fait, il est beaucoup plus critique par la suite. Ça veut dire que si vous faites prendre conscience à des plus jeunes que quand ils vont sur Facebook, ils postent des choses, ce qu'ils reçoivent en retour, c'est en fait le reflet de ce qu'ils y ont mis, ça change déjà leur manière de voir ce qu'ils reçoivent. Donc ça, c'est une manière en tout cas de les éduquer. Après, tout à l'heure dans le train, je disais que Zuckerberg s'est engagé à justement que cet algorithme-là soit beaucoup plus ouvert qu'il ne l'était et qu'il y ait d'autres types d'informations. Alors, on ne peut que lui faire confiance, je ne sais pas, mais on ne peut que lire et comprendre ce qu'il a dit, et puis on verra. Mais là, non, je n'ai pas d'autres réflexions là maintenant. Dans une de vos premières diapositives, vous avez essayé d'expliquer quelles étaient les caractéristiques de ces nouvelles générations qui arrivent, qui ont toujours baigné dans le numérique. En gros, je traduis comme je le perçois. C'est comme s'ils prenaient toute une série d'informations qu'ils compilent, mais qu'ils ne trient pas, qu'ils n'organisent pas, qu'ils ne synthétisent pas. Et l'impression que j'ai, c'est qu'en tout cas une partie des publics sont face à un esprit peu critique par rapport aux informations qu'ils reçoivent. Ma question est, d'un point de vue pédagogique, que peut-on changer pour, dans ce nouveau système, permettre au moins à trouver toujours cet esprit critique et leur permettre de l'amplifier et d'être plus capable de prendre du recul par rapport aux informations qu'ils consultent. Bien sûr, bien sûr. Mais je crois que comme on le faisait quand on nous faisait étudier des textes d'un auteur français ou autre, on avait à se poser la question de tiens, mais cet auteur, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça dans son contexte à lui, qui est celui de l'auteur du XVIIe siècle, et comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il dit ça? Enfin, voilà, je crois que le même travail, on peut le faire par rapport à des informations qui proviennent de réseaux, qui proviennent... c'est la même démarche pour moi, sauf que peut-être, mais je ne crois pas que ce soit le cas, parce que oui, mais quand même, ça existe. Donc, ils savent que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement vrai, mais est-ce que pour autant, ils se posent la question tout le temps? Et donc, je crois que, on travaille l'esprit critique, que ce soit des outils numériques ou pas des outils numériques, que ce soit des supports numériques ou pas des supports numériques. Et donc, ce qui compte, je crois, c'est éveiller l'esprit critique chez chaque individu au travers d'une série d'activités. Et sans doute qu'aussi, quand il y a des news qui sont des fake news qui apparaissent, sans doute plus s'interroger. Alors, par exemple, il y a le Conseil supérieur d'éducation aux médias de la communauté française qui édite des brochures, qui fait des formations sur comment les enseignants peuvent-ils être aidés à travailler avec leurs élèves sur toutes ces questions des fake news. Donc, il existe des outils qui permettent de faire ça. Mais moi, je crois que c'est au quotidien, pour moi, le travail d'un enseignant, c'est aussi de sans cesse se questionner sur est-ce que ce que je lis, est-ce que ce que j'utilise est pertinent, quand est-ce que je le remets en question, comment est-ce que je le contextualise. Real Robots Take My Job, franchement, je ne sais pas qui a conçu l'algorithme. Je ne sais pas. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai fait, je me suis dit, ah non, c'est quelqu'un dans une salle qui m'a posé la question, qui m'a dit, et qui a conçu l'algorithme? Et je me suis dit, ah ouais. Et voilà. Et donc, je crois que c'est ça aussi, c'est cette rigueur de remettre en question, quoi. Et puis d'essayer de croiser, de se dire, ok, ça a l'air vrai ou pas. Mais moi, je crois que c'est ce qu'un enseignant fait toujours, à peu près. Et donc, il faut continuer à le faire, que ce soit numérique ou pas numérique. Oui, donc on a parlé du fait qu'on était bien suivi, l'œil de Big Brother. Dans ce sens, qu'est-ce que vous pensez des VPN? En tout cas, moi, je les utilise pour avoir un peu la paix, que ce soit déjà sur la pub ou pour pouvoir télécharger des choses qui viennent de d'autres régions.
Et par qui est-ce contrôlé? Est-ce qu'il y a un contrôle public? J'imagine que non. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui j'ai une amie qui travaille à Pékin en tant que Belge pour une fonction, on va dire, politique. Et aujourd'hui, elle n'a plus que 10 jours de VPN. Et dans 10 jours, il n'y a plus de VPN à Pékin. Donc ça montre bien à quel point on peut avoir un contrôle aussi sur les systèmes. Et c'est un peu très dangereux de tout mettre sur les réseaux. Parce qu'à un moment, s'il y a une guerre ou s'il y a un crash, qu'est-ce qu'on devient? On restera des êtres humains déjà. Bon, la question du VPN. Donc VPN, techniquement, je ne peux pas vous dire. Enfin, ce que je sais du VPN, c'est le fait que, par exemple, quand vous vous connectez avec votre ordinateur, il y a une adresse IP qui est attachée avec votre ordinateur qui permet de vous localiser, en fait. Donc vous dites où vous êtes, qui vous êtes, ou à peu près. Avec un VPN, en fait, vous rendez ça c'est plus visible. Donc, par exemple, si vous voulez vous connecter sur un site américain et qu'on vous dit vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas aux États-Unis, si vous utilisez un VPN, vous pourrez vous connecter sur le site américain. Donc, en fait, ça permet de contourner des balises qui empêchent de faire certaines choses. Donc, voilà, si le gouvernement chinois est occupé aujourd'hui à interdire ou empêcher que le système de VPN soit un système pour avoir de l'information, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'ils en ont peur, ça veut de nouveau dire que voilà, c'est quelque chose qui... Et donc, mais moi je crois que l'être humain, vous pouvez lui mettre toutes les barrières possibles et imaginables, il aura toujours cette possibilité, et c'est le bon sens du mot hacker que je vais utiliser là, de trouver une manière de contourner la difficulté pour pouvoir malgré tout trouver l'information, même si c'est parfois un peu compliqué. Mais l'être humain est assez intelligent que pour faire ça. Après, évidemment, il ne faut pas non plus le crier sur tous les doigts aux autorités chinoises, sur tous les toits aux autorités chinoises, parce que, bien sûr, ils vont sans doute prendre des mesures aussi rapidement dans l'autre sens. Mais ça veut bien dire aussi que c'est un vrai problème politique, l'utilisation des réseaux, que ça pose des questions vraiment politiques. Les pouvoirs ont peur de cette masse d'individus qui sont capables de se connecter, de se parler, d'interagir et quelque part de faire la révolution, quoi. Donc voilà. Pour revenir à un point de vue un peu plus pédagogique et éducatif, donc on a vu comme quoi les outils du numérique pouvaient être des outils donc pédagogiques utilisés en auditoire, comme on a pu le faire ici, donc il y a Kahoot, Moodle, etc. La question que je me pose aussi, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, comme quoi un scanner de radio du thorax pourrait détecter automatiquement des cancers, etc. Ça me fait un petit peu peur aussi. C'est-à-dire, voilà, dans quel outil cette technologie-là peut être un outil, en effet, pour développer les connaissances, développer les compétences. Et dans quel outil ça peut être aussi devenir une alternative tellement importante que notre cerveau, on va moins l'utiliser, on va moins former des gens à se former à ce genre de choses, pour au final que ce soit la machine qui fasse tout le taf à notre place. Et dans quelle mesure c'est pas aussi quelque chose qui peut court-circuiter, être un biais pour l'évolution? Ouais. Alors, donc, si on peut être aidé dans le fait de faire un diagnostic, moi je pense que c'est profitable, parce que d'abord le diagnostic est fait beaucoup plus rapidement. Donc s'il faut par exemple prendre un cancer rapidement et le traiter, autant que ce soit fait rapidement plutôt que tardivement. Alors peut-être que parfois c'est une question de jours, bon, pour ça et pour d'autres, je pense aux AVC par exemple, voilà, c'est une question de minutes parfois. Donc si on peut être aidé par rapport à ça, il n'empêche que la décision d'intervenir sera celle de l'être humain. Donc le diagnostic sera posé, et donc il faudra faire confiance au diagnostic qui est posé. Et là, ce sont quand même des êtres humains qui mettent en place les algorithmes qui permettent de comprendre, de lire plus rapidement. Donc il faudra faire confiance, il faudra qu'il y ait des moyens de contrôle de comment ces algorithmes ont été mis en place, ce qu'ils disent, ce qu'ils lisent, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils traduisent. Et puis après, la décision, elle est prise par le médecin, qui souvent sera justement peut-être un médecin généraliste, comme tout à l'heure, qui aura beaucoup plus de fonctions à prendre en charge, parce que lui pourra mettre en perspective l'histoire du patient avec une série de diagnostics comme ceux-là. Mais bien sûr qu'il ne faut pas laisser à la machine toute la prise de décision ne doit pas lui appartenir, c'est clair. Et donc les questions éthiques, c'est ça aussi, c'est comment, où est-ce qu'on met les balises pour qu'il y ait une protection de l'individu, de l'être humain et de la personne. Voilà. Oui, pardon. Tout d'abord, merci pour votre présentation que j'ai trouvée très intéressante. Et maintenant, j'ai une question, moi, plus concrète.
Donc voilà, comme vous l'avez dit au début, vous prêchez à beaucoup de personnes qui sont certainement déjà convaincues, puisqu'on utilise, beaucoup d'entre nous ici déjà, les réseaux sociaux. Et moi, en tant qu'enseignante, je me demande, voilà, en tant que convaincue, comment est-ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses dans notre école? Parce que par exemple, là où j'enseigne, il n'y a pas de Wi-Fi, les téléphones sont interdits, donc quand je les utilise, ce qui est rare, c'est en disant bien, mais voilà, c'est exceptionnel, puisque vos téléphones sont normalement interdits dans l'établissement. Voilà, la seule chose qui est mise à notre disposition, bon, je dois dire que je suis déjà contente parce qu'on a des tableaux interactifs que j'utilise tous les jours. Mais au niveau de l'ordinateur, il y a des anciens ordinateurs qui mettent 15 minutes à s'allumer, que j'ai abandonné d'utiliser parce que finalement, le temps que ça s'allume, les élèves perdent patience, etc. Donc, comment faire pour s'y retrouver dans un enseignement qui est encore loin d'être au niveau, bien sûr, au niveau de sûr, l'informatique. Bien sûr. Alors, je pense qu'il y a une première réponse qui est de dire on peut réfléchir et travailler sur des compétences informatiques sans avoir de matériel informatique. Ça veut dire qu'on peut réfléchir aux réseaux sociaux, aux questions que ça pose. Enfin, voilà, il y a des choses qu'on peut faire sans matériel. Donc ça ne veut pas dire que c'est idéal, mais en tout cas, ça permet de faire des activités, même des activités de codage et algorithmique, ça peut se faire très bien voilà, sans matériel informatique à proprement parler. Donc ça, c'est une réponse. L'autre, c'est de dire, c'est très bien ce que vous faites en utilisant les smartphones, les téléphones à certains moments. Parce que je pense que autant en France, ils prennent des positions qui ne sont pas de smartphones dans les écoles, et je suis désolé, mais pour moi, c'est ridicule. Je pense qu'il faut utiliser à certains moments, l'enseignant, à certains moments, dans un cadre pédagogique qu'il définit et pour des fonctions et des tâches particulières qu'il veut réaliser avec ses élèves, devrait pouvoir dire, voilà, maintenant, puisqu'il n'y a pas de matériel dans l'école, bring your own device, vous sortez votre portable, vous sortez votre téléphone, et vous faites une activité que j'ai prévue pour vous, que j'encadre avec vous, et qui utilise le matériel informatique, le téléphone portable, parce que c'est le seul support qu'on nous offre. Et donc je pense que ce que vous faites, c'est une bonne manière de faire. Après, il y a bien sûr un autre niveau à atteindre aussi, c'est celui du niveau politique, c'est-à-dire comment on fait remonter à sa direction que c'est quelque chose qu'on a envie de faire et qui est nécessaire pour toute une série de raisons que je crois avoir expliqué ici par rapport à la formation de ces futurs jeunes qui demain utilisent sans doute plus chez eux qu'à l'école l'outil informatique ou numérique, et comment on fait remonter ça après à la direction, au ministère. Voilà, dans le cadre du pacte d'excellence, on travaille dans la manière dont on peut outiller les enseignants par rapport à ces outils numériques. Ça fait partie du projet qui est mis en place maintenant. Après, ça ne suffit pas, il faut aussi faire remonter des informations comme celles que vous formulez là. Mais voilà, vous faites déjà des choses, et je pense que dans ce que vous faites, il faut vraiment vous dire que c'est bien comme ça qu'il faut faire aussi. Et que, quand je disais tout à l'heure se déconnecter, oui, il faut aussi à certains moments dire, c'est pas tout le temps qu'on utilise. Quand on voit l'étude qui dit une utilisation abusive des smartphones, ben oui, je crois que si tout le monde a son smartphone en permanence en classe, c'est distracteur. Par contre, si on l'utilise à certains moments pour certaines tâches, je crois que c'est très positif et très enrichissant. Encore une question ? Oui. Voilà. Pour moi, ce ne sera pas une question, ce sera une conclusion. Parce que justement, je suis venue avec un smartphone, j'ai une tablette, j'ai tout ça. Mais moi, je me pose une question parce que j'entends à la radio, je vous écoute aussi, on parle beaucoup de formation pour des personnes qui ont un travail et qui se forment. Pour nos jeunes, effectivement, c'est très important. Mais que fait-on des plus de 55 ans qui ne travaillent pas et qui n'ont peut-être pas toujours droit à cette formation ? Alors, une autre chose, c'est qu'effectivement, vous avez raison, il faut jouer sur les deux panneaux. Moi, je suis d'origine étrangère, j'ai une petite fille d'1 an que je garde, et il y a des moments dans la journée où elle regarde, avec moi, bien sûr, accompagnée, pour apprendre cette langue. Donc, c'est vrai que c'est une mine d'informations, mais qu'on doit mettre dans la main de tout le monde, parce que je vois qu'on parle très peu des plus de 55, 60 ou 80. J'ai un beau-père à 86 ans, il maîtrise mieux que moi cet outil, parce qu'il a du temps. Ce facteur temps, donc le temps de l'enseignant, le temps qu'on va prendre pour tout ça, est-ce qu'on l'a, tout simplement ? Voilà.
Ce sera le mot de ma fin. Ok. Merci. Mais comme j'ai répondu à Madame tout à l'heure, je ne suis pas spécialiste de cette question-là, mais voilà la réponse que... Enfin, moi, je pense fondamentalement que la question que vous posez, c'est une question qui est une question politique. Ça veut dire, c'est qu'est-ce qui est mis en place au niveau de la société, parce que c'est là que ça se pose, pour que si réellement le monde devient un monde dans lequel les numériques, qu'il n'y ait pas des laissés pour compte. Et si les laissés pour compte sont les personnes âgées ou d'autres franges de la population, c'est qu'est-ce qu'on fait pour elles? Alors, voilà. Bon, ce qu'on remarque quand même, comme ça de mémoire, c'est que la connexion des personnes âgées est quand même de plus en plus importante, même si c'est sans doute pas aussi important que ce qu'on peut voir par rapport à d'autres tranches d'âge, mais ça évolue. Alors ça évolue sans doute petit à petit en fonction de leurs intérêts, comme je disais. Et voilà, merci. Moi j'avais peut-être une question. Dans une de tes dias, tu expliquais que finalement les réseaux sociaux amplifiaient ce qu'on trouve dans l'humanité, etc. Mais j'ai quand même l'impression qu'on a tendance à amplifier plus certains aspects négatifs. Quand on se balade sur les réseaux et qu'on lit les commentaires des gens, l'impression que c'est une fantastique machine à râler et à voir le négatif. Et je me souviens, il y a eu une expérience là, l'année passée, alors je ne vais pas être précis parce que je ne me souviens plus des détails, de Facebook qui avait expérimenté une espèce d'intelligence artificielle qui devait apprendre le langage en se baladant sur Facebook. Et en quelques jours, la machine a commencé à devenir haineuse, raciste, etc. Ouais. Alors bon, je ne connais pas les détails, mais ça fait quand même un peu peur, ce genre de choses. Est-ce que réellement l'humanité, c'est que cet aspect négatif ? Non, mais il y a une autre, quelque part, un autre déficit que peuvent présenter les réseaux, peuvent présenter certains réseaux sociaux, c'est cette tendance que je n'ai pas évoquée là et que tu me permets d'évoquer. C'est cette tendance à faire apparaître le négatif. Donc, il y a plus de gens qui râlent que de gens qui disent qu'ils sont contents. Alors, bien sûr, il y en a, mais la tendance est plutôt celle-là. Donc, c'est un constat, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai lu et que j'ai vu documenté en préparant ceci, mais c'est un des aspects que je n'ai pas nécessairement abordé. Mais pour moi, ça fait partie de cette rubrique dans laquelle je mettais illusion, dans laquelle il y a les fake news, dans laquelle il y a l'eugographie et tout ça. C'est cette tendance à prendre pour argent comptant que ce qui est là est le reflet de la société. Alors, je ne dis pas que c'est... ce que je voulais dire quand c'était un amplificateur, ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve toutes les tendances. Alors après, est-ce qu'elles sont en même proportion que ce qu'on trouve dans la réalité? Ça, je ne sais pas dire. Mais en tout cas, on les retrouve toutes. Je pense qu'on va rester là pour aujourd'hui. On en discutera certainement dans quelques temps, je pense, le sujet est sans fin. Donc merci infiniment pour cette fantastique soirée et faites de beaux rêves. À bientôt. Merci. Merci.